Ça y est. Alors, donc, déjà, merci d'être là aujourd'hui. Donc, en effet, on va aborder ensemble l'échec et essayer de voir comment on peut en tirer parti. Alors, par rapport à ça, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu ou pas, mais j'avais envoyé un lien donc, qui était vers un questionnaire pour préparer ce webinaire. Donc, j'ai pu prendre connaissance enfin, des retours pour ceux qui m'en ont laissé. Et donc notamment, il y avait une personne qui avait l'air d'être intéressée par ce webinaire plus en tant que manager, donc pour savoir comment encourager ses équipes à avoir moins peur d'échouer. Donc par rapport à ça, je rajouterai enfin, des compléments d'infos à la fin du webinaire. Et parce que c'est pas forcément sur mon support. Et en même temps, j'avais une autre personne qui me demandait si on pouvait échanger plus par rapport à son cas, enfin, de manière individuelle. Donc, ce qu'on peut faire, c'est à la fin du webinaire, on peut se prendre un temps, voilà, d'échange. J'arrêterai l'enregistrement et puis on peut échanger à ce moment-là sur votre situation. Sachant que comme le questionnaire était anonyme, enfin, je ne sais pas qui est cette personne, mais voilà, c'est une option. Ou sinon, vous pouvez aussi m'envoyer dans le chat, enfin votre mail, et puis je vous contacte et on échange ultérieurement, c'est aussi possible. Donc voilà, enfin, en tout cas, j'ai bien regardé et donc merci pour les personnes qui ont laissé des commentaires ou même formulé des attentes. J'essaierai d'y répondre. Alors, donc par rapport à ce thème de l'échec aujourd'hui, voilà un peu le programme. Le premier point, ça va être de se poser cette question de qu'est-ce que l'échec? Et on va voir que d'une personne à l'autre, il y a énormément de définitions possibles. On verra aussi que le fait de bien vivre ou mal vivre un échec, ça dépend beaucoup de la perception qu'on en a. Et c'est certainement là où on a le plus de levier, en fait, pour apprendre à en tirer parti. Et ensuite, on échangera aussi sur deux, trois enfin, exemples ou des parcours de vie enfin, de personnes connues enfin, que je vous partagerai pour voir aussi, eux, à leur niveau, enfin, qu'est-ce que ça a pu leur apporter. Donc, c'est un autre point qu'on abordera ensemble. Et enfin, donc, vraiment du très pratique en termes d'outils sur comment voilà, on peut aborder un échec, faire en sorte de mieux le vivre et alors, je vais peut-être pas dire s'habituer, mais bon, voilà, des échecs, on en a quand même beaucoup et que ça nous heurte peut-être moins avec le temps. Donc, ce sera l'objectif, en tout cas par rapport à ce webinaire d'aujourd'hui, enfin, ce que j'aimerais vous transmettre. Donc, vous me direz à la fin si c'était OK pour vous ou si peut-être il vous manque encore certaines choses par rapport à ce sujet. Donc, c'est bon pour vous là sur ce programme? Oui? Oui, très bien, Ouais, c'est super. très bien, Ok, merci. parfait. Alors, première question, donc là c'est un peu, voilà, c'est à vous de jouer. Et puis c'est aussi pour voir quel est le panel possible de définition de l'échec. Donc, si vous deviez le définir, comment vous l'expliqueriez ou le définiriez, sachant que vous pouvez utiliser des mots-clés, une définition si vous avez l'inspiration, ou juste que ça vous évoque comme ça. Donc, je vous laisse voilà, 2-3 minutes pour faire un peu ce brainstorming collectif sur tiens, l'échec, si je devais en parler à quelqu'un, enfin, je le définirais comment. Donc, vous pouvez prendre la parole si vous voulez ou sinon écrire dans le chat comme vous préférez. Alors, donc, je vois que vous êtes en train de renseigner le chat. Donc, je vois Philippe qui propose résultat différent de celui pour lequel on s'est investi. OK. Cécile, un moyen d'apprendre. D'accord. Édouard, un apprentissage. Donc, pareil, on retrouve cette notion du coup d'apprendre. L'opposé du succès pour Eric. Insatisfaction, frustration. Une expérience valorisable. OK. Négatif.
D'accord. Une faille pour Marie. Tac. Absence de réussite pour Florent. Déception, frustration. De mémoire, quelqu'un avait aussi utilisé ces termes-là. Opportunité de croissance. Ok. Donc là, on voit par rapport aux mots que vous proposez qu'on a des connotations hein, positives ou positives. Ah, vous vouliez dire quelque chose? Je viens de voir pour et ça tous les mois, donation, voyage. Tous les mois? Ouais, tous les mois, ils Ah, voyagent. je pense que c'était pas prise de parole souhaitée. Euh, Alors, donc par rapport aux mots là que vous avez proposés, donc ce que je vous disais, on a des connotations donc positives, négatives. Donc positive, par exemple, opportunité de croissance, le fait de pouvoir apprendre quelque chose. Négatif, on a le terme, hein, c'est Eric qui le proposait, négatif. On a aussi l'insatisfaction, la frustration. Donc on voit que voilà, d'une personne à l'autre, et puis peut-être aussi hein, l'état d'esprit qu'on a à un instant T, l'échec, on le perçoit positivement ou négativement. Alors, donc, pour info, cette question, elle a été posée à un panel, donc, hop, plus large. Et en fait, vous avez là une infographie avec enfin, les mots qui sont le plus souvent ressortis et dont la taille est proportionnelle à leur itération. Donc, il y a certains mots d'ailleurs que vous avez donnés qu'on retrouve ici. Et en fait, on voit, donc c'est éminemment subjectif, hein, ça dépend d'une personne à l'autre, et on retrouve beaucoup quand même le registre de l'émotion. Donc on a la colère, par exemple, on a aussi la peur, donc l'embarras, le doute, la tristesse aussi qui revient pas mal. La surprise, où là, il y a une possibilité de se dire, tiens, ça peut être un apprentissage, ça peut être une transformation ou un levier. Donc, on voit par rapport à ces différents mots enfin, qui apparaissent ici, que l'on a, et Grégoire, donc, qui proposait rester optimiste. OK. Aussi, donc là, on est sur plus de positif. Donc, par rapport à enfin, ces définitions-là, diverses et variées, en fait, en gros, l'échec, à la base, de manière très neutre, c'est quoi? C'est ce que proposait Philippe au tout début, c'est le fait qu'on n'atteint pas un objectif qui est soit un objectif qu'on s'est fixé, soit aussi que quelqu'un d'autre nous a enfin, préalablement donné ou assigné. Donc, c'est un constat, en fait, un constat très neutre à la base, qui est que, voilà, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, ça n'a pas marché. Et après, ce qui fait que on va justement le percevoir comme positif ou négatif, un nombre de facteurs qui sont juste enfin, après ce slide, donc ils vont apparaître ici. Donc, notre perception de l'échec, en fait, elle va dépendre d'un certain nombre de paramètres qui dépendent de notre histoire personnelle. Donc, ça peut être en lien avec notre vécu. Est-ce qu'on a déjà vécu des échecs et comment on s'en est remis? Parce que forcément, ça va colorer par la suite la manière dont on va les appréhender. Ça peut être aussi l'éducation qu'on a eue. Est-ce qu'on avait des parents qui étaient assez encourageants et nous disaient d'essayer, de tester, quitte à ce que l'on rate? Où là, on va être habitué à ce côté essai, erreur et puis recommence. À l'inverse, pour des personnes où l'éducation était quand même plus sécuritaire et il y avait moins cet encouragement pour tester, il peut y avoir une plus grande peur et du coup une volonté de contrôle aussi plus grande. Donc, un rapport à l'incertitude plus compliqué par rapport à un échec, puisque, comme je le disais, c'est le constat qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, et donc forcément, on est confronté à une situation à laquelle on ne s'attendait pas. Donc, il y a quand même une grosse part d'incertitude. Donc, ça peut être différents paramètres. Ça peut être aussi toujours en lien avec cette éducation ou les conditionnements pareils qu'on nous a donnés ou qu'on s'assigne à soi-même, hein, du type soit fort, soit parfait, ou pareil, là, le droit à l'erreur, on voit qu'il va être plus compliqué à accepter.
Et enfin, le dernier point qui fait aussi qu'on va plus ou moins bien vivre un échec ou la manière de le percevoir va être positive ou négative, c'est notre niveau d'optimisme. Donc c'est Grégoire qui mettait à la fin là, comme proposition rester optimiste. Donc ça dépend vraiment des personnes. Voilà, il y en a qui sont plus optimistes que d'autres, qui vont voir le verre à moitié plein et d'autres au contraire à moitié vide. Donc forcément, dans la manière de vivre l'échec, bah, ça va jouer et certaines personnes se diront, OK, bah, ça peut être une opportunité pour autre chose. Et d'autres se diront, ah non, mais c'est la fin du monde ou c'est pas du tout ce que j'ai prévu et je le vis très, très mal. Puisqu'on l'a vu aussi par rapport aux différents mots, c'est quand même énormément lié à des émotions. Donc, ces éléments-là vont participer à la manière de bien le vivre ou pas et savoir en tirer parti. Donc ça, c'est intéressant d'avoir ces points à l'esprit, à double titre, dans le sens où vous pouvez vous-même vous poser la question, tiens, est-ce qu'il y a des choses par rapport à mon histoire personnelle qui peuvent m'influencer sur la manière de vivre un échec à aujourd'hui? Et en même temps, on verra aussi que ce sont des leviers sur lesquels on peut travailler pour essayer de mieux percevoir en fait un échec et de pouvoir en tirer parti. Donc on le verra plutôt à la fin sur la partie exercice. Donc voilà pour ce point-là. Est-ce que c'est OK pour vous sur ces facteurs? Ok. Ouais, OK. D'accord. Alors, donc, suite à ça, je vous le disais, donc ça, c'est un premier point. Qu'est-ce qui peut m'influencer? Et donc, en fait, l'échec, on l'a vu par rapport au mot que vous avez proposé, on peut le voir de plein de manières différentes et on peut aussi le transformer donc de plein de manières différentes. Donc, pour ça, je vous ai pris des parcours de personnalités et l'idée, c'est de voir avec vous qu'est-ce qu'ils en ont fait, eux, des échecs qu'ils ont pu connaître. Donc là, sur cette diapo, je vous ai mis trois images qui correspondent à trois parcours de vie différents. Le premier, c'est la fameuse ampoule électrique, et ça fait référence à Thomas Edison, qui était quand même un inventeur assez génial, qui a déposé plus de 1000 brevets donc, sur la somme de sa vie, et qui est donc l'inventeur de la fameuse ampoule électrique, sur laquelle il a travaillé plus d'une année. Et lui, il avait donc une citation qui était de dire, je n'ai pas échoué, mais j'ai simplement trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas. Donc, par rapport à cette recherche de l'ampoule électrique, lui, l'échec, ça lui servait plus de carburant, en fait, et de se dire, tiens, bah, ça me permet à chaque fois de découvrir quelque chose de nouveau. Et qu'est-ce que j'en fais, au fur et à mesure pour atteindre mon objectif. Donc ça, c'est une première manière de voir les choses. Seconde personne, donc c'est Lincoln, qui est donc qui a été un président des États-Unis, qui a accédé à ce poste à 60 ans, sachant qu'il a commencé en politique alors qu'il avait 30 ans. Et il a connu énormément de défaites politiques. Il s'est présenté à un certain nombre d'élections législatives, sénatoriales, il n'était pas élu. Il a connu aussi une faillite personnelle. Pour autant, il a persévéré dans son souhait de faire de la politique et il a accédé donc à cette fonction à 60 ans. Et enfin, donc, dernière image, c'est un micro que je vous ai mis ici, qui fait référence à la chanteuse Barbara, qui en fait, au tout début, avant d'être connue, elle a candidaté entre autres donc dans un certain nombre de cabarets pour chanter. Et il se trouve que un jour, son profil a été retenu, mais ce qu'on lui proposait, c'était un poste pour faire la plonge. Donc, c'était pas du tout ce qu'elle voulait faire initialement mais qu'elle a quand même accepté en se disant que ça lui permettait de mettre un pied dans le milieu et puis de découvrir les artistes qui pouvaient passer par là dans le cabaret en question et en fait, de se familiariser ou en tout cas de faire partie d'un univers sans forcément avoir le rôle qu'elle souhaitait au départ, mais c'était une manière de mieux connaître le système. Et puis bon, après, elle a eu la carrière qu'on lui connaît aujourd'hui. Donc, par rapport à ces trois personnalités, selon vous, qu'est-ce que l'échec a pu leur apprendre?
ou les points communs que vous pouvez voir sur leur trajectoire par rapport à l'échec. Savoir patienter. Ouais, savoir patienter, c'est vrai, oui, parce qu'il y a donc un certain nombre d'années pour chacun, oui. Persévérant et recommencer, toujours recommencer. Oui, donc là, oui, persévérance, persévérer, chemin de l'expérience, donc proposé par Anthony, en effet. C'est vrai qu'ils ont pu du coup engranger de l'expérience et puis le transformer. Et rester déterminé Et aussi, dans ses choix. oui, oui, en effet. Donc ça, c'est un grand point commun des trois parcours, c'est cette notion d'affirmation. En fait, ici, l'obstacle, ça va être plutôt un moyen de me conforter dans mon objectif ou la vision que j'ai ou la voie que je veux prendre, continuer dans cette voie-là. Mm, mm. Alors, Florian, donc, il propose aussi, on ne réussit pas du premier coup. Donc, en effet, hein, c'est aussi un apprentissage, c'est que ça marche pas forcément à tous les coups. Donc oui, vous avez raison par rapport à ça. Donc sur ces trois parcours, hein, alors bon après c'est enfin, mon interprétation aussi personnelle, mais pour moi l'échec ici ça va être un moyen de s'affirmer pour ces trois personnalités. Et c'est un petit peu ce qu'on peut rencontrer. Enfin, par exemple, vous avez une conviction et quelqu'un arrive face à vous, il a des contre-arguments. Bah, le fait d'avoir quelqu'un qui est sur la négative ou en tout cas qui est en opposition avec sa propre conviction, ça va nous obliger à trouver des arguments et à essayer de convaincre l'autre ou en tout cas peut-être des fois aussi de justifier sa position ou ses choix. Et ici, c'est un petit peu ça par rapport à l'échec, c'est que ça va être un moyen pour eux d'affirmer un désir, une ambition personnelle. Donc, c'est une première manière hein, de voir l'échec. Alors, deuxième possibilité, donc là, je vous ai pris deux autres parcours. Donc, sur la gauche, vous avez Serge Gainsbourg, qui en fait, lui, initialement, voulait être peintre. Et il s'est rapidement rendu compte qu'il n'était pas aussi talentueux qu'il le souhaitait dans la peinture et il s'est réorienté donc dans la musique, qui était pour lui un art mineur. Donc ça, c'est enfin, voilà, une première facette. Et la seconde histoire, donc c'est celle de Honda. Donc là, vous voyez la marque. Alors en fait, le fondateur donc, de la marque Honda, c'est Soichiro Honda, qui en fait s'est présenté à un entretien parce qu'il voulait un poste d'ingénieur chez Toyota. Et il n'a pas été pris. Son entretien s'est mal passé. S'en est suivi donc une longue période de chômage. Et en fait, sur cette période-là, il s'est dit, ben, tiens, pourquoi je n'essaierais pas de fabriquer moi-même mes scooters? Et c'est comme ça que la marque Honda est née. Donc là, pareil, par rapport à ces deux parcours, qu'est-ce que vous pourriez dire, enfin, de l'échec? Je dirais que l'échec n'est pas une fin en soi, elle peut laisser place à d'autres opportunités par la suite. Ouais, en effet. Donc là, ici, opportunité et donc même, enfin, changement de trajectoire hein, pour les deux. Donc au niveau du chat, vous proposez s'adapter, oui, trouver d'autres chemins, diversification, chemin de traverse, oser se remettre en question, agilité, être capable de changer de point de vue. Eric qui nous dit que l'échec est lié à la perception de notre ego. Ouais, donc en gros, c'est dans le sens où la personne se s'arrête pas là, c'est ça, et essaie de trouver une autre alternative, possibilité de rebondir. Oui, ok. Pas pris le bon chemin initial avec trop d'ambition peut-être.
Bah alors ça, on ne sait pas, trop d'ambition, là, on serait plus sur du jugement, mais en tout cas, il y a eu un changement, c'est plus le même chemin. Ok. Donc là, en effet, par rapport à ces parcours-là, donc autant avant sur les 3 premiers parcours, on voit que c'était l'idée, je m'affirme et je suis convaincue que c'est ce que je veux faire. Et en fait, les obstacles vont être un moyen d'engranger dans lequel j'ai envie d'aller. Et ici, à l'inverse, pour ces 2 parcours, donc l'échec va plutôt être un moyen de se réinventer. Donc, c'est de se dire, plutôt que de m'arrêter en me disant, ben là, je suis en train de perdre et j'ai pas ce que je veux, c'est est-ce que je peux pas trouver une nouvelle voie? Et donc pour l'un, ben, ce sera de rester dans le milieu artistique, mais un autre domaine. Et puis pour l'autre, ce sera d'envisager l'entrepreneuriat, ce qu'il n'envisageait pas du tout initialement. Donc c'est une autre façon, là encore, d'appréhender l'échec. Et en fait, donc par rapport à ces différents exemples, on voit que l'échec, c'est un moyen enfin, de se réaliser dans le sens où il va nous confronter donc à chaque fois à une situation enfin, qu'on n'avait pas prévue et initialement qu'on ne souhaitait pas. Mais en fait, derrière ça, ça va aussi produire un certain nombre de questions et nous obliger à trouver des réponses et ensuite bah, de se dire, OK, maintenant que j'ai ces éléments, qu'est-ce que j'en fais? Donc c'est aussi ça qui est important et on va le voir dans la partie pratique, c'est il va falloir qu'il y ait un passage à l'acte quand même pour pas rester juste sur un état des lieux, enfin, puisque là après ça peut dégager ou engendrer pas mal de frustration, donc il va falloir une transformation de cet échec, donc il faudra quand même voilà, passer sur de l'action. Et donc, ça peut être soit de garder un cap, soit d'en changer. Et l'idée, c'est que, enfin, en tout cas, quel que soit le choix qu'on fera, c'est que l'objectif, c'est que ce soit quand même le plus aligné euh, possible avec ce qu'on est et ce qu'on a envie de faire. Et donc, du coup, ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est qu'il faut quand même faire attention parce que des fois, on a tendance à confondre la persévérance, la détermination avec de l'acharnement. Et un bon exemple pour ça, pour voir enfin, la distinction entre les deux, c'est par exemple le fait d'avoir envie d'aller au cinéma. Donc, vous avez repéré un film, vous avez envie d'y aller et vous allez vous donner les moyens en prenant, donc, je sais pas moi, enfin, 1 heure ou 2 sur votre temps perso. Tel jour, telle heure, vous planifiez donc cette activité. Vous vous présentez au cinéma, vous achetez votre place. Donc, on voit ici que vous êtes organisé, qu'il y a un investissement donc en termes de temps et puis d'argent parce que vous avez payé votre place. Et une fois que vous arrivez donc dans la séance en question, dans la salle, vous vous asseyez et il se trouve qu'au bout des 5 premières minutes, vous vous rendez compte que le film ne va pas du tout vous plaire. Donc là, vous avez 2 options. La première, c'est de se dire, ben, je vais rester. En fait, j'ai déjà dépensé, enfin, j'ai acheté ma place, j'ai prévu de faire ça et donc, bah, tant pis, je reste. Mais du coup, vous allez perdre encore, enfin, 2 heures de votre temps à regarder un film où vous savez pertinemment que ça va pas vous plaire. Donc là, ça pourrait être justement associé à de l'acharnement, parce que vous allez plus réfléchir à ce que vous allez, en fait, vous allez réfléchir à ce que vous avez déjà investi et c'est ça qui va justifier le fait que vous restez enfin, dans cette salle, mais pas tant ce que ça va vous apporter. Ou à l'inverse, autre option, c'est de se dire, ben, ok, je m'étais organisée, j'ai payé ma place, mais en fait, je vois que ça va pas me plaire. Et donc là, la meilleure option pour moi, c'est peut-être de partir et tant pis, quoi. Enfin, tant pis pour cette place, mais en même temps, je perds pas encore 2 heures à faire quelque chose qui me plaît pas. Où là, on serait plus sur voilà, une remise en question, en tout cas du choix initial et le fait de se dire bah, je ne vais pas perdre plus et je vais profiter, faire autre chose, une autre activité qui me plaît. Là, du quand on veut, on peut, elle est assez à la mode, mais des fois, faut peut-être faire la part des choses et se fixer aussi une limite pour enfin, ne pas se faire plus de mal que de bien, quoi. Est-ce que c'est clair par rapport à ça pour vous? Oui, très clair, oui. Ok. Euh,
Est-ce que, juste pour être sûr, vous m'entendez bien? Parce que des fois, je vois que ils me mettent connexion instable et j'ai changé de connexion. C'est bon ou il y a des coupures? Moi, j'ai des petites coupures. Je ne sais pas si c'est chez moi ou si c'est chez vous. Pareil Moi pour aussi, je moi, mais t'entends c'était pas au très bien, début. Linda, Pareil par aussi. moment. Ouais. Ah oui, vous aussi. T'as une petite voix de robot par moment. Ah, d'accord. Bon, je vais essayer parce que j'ai changé de réseau. Bon, on tente et sinon je rechangerai au cas où de réseau. Alors, donc, ça c'était voilà, sur ce que peut nous apprendre l'échec par rapport à ces différents exemples. Donc, maintenant qu'on a vu ça, ce qui est important, c'est la partie pratique. Et justement, c'était un point sur lequel vous étiez demandeur, donc par rapport au questionnaire, en termes d'outils. Voilà, comment je peux aborder un échec. Euh, donc, il y a un peu une méthode, enfin, qui pour moi est incontournable, enfin, dans le sens où ce sont, on va dire, deux, trois étapes qui me semblent les plus importantes, enfin, quand on vit un échec. La première étape, ça va être de s'arrêter. Déjà, oui, de s'arrêter, parce que des fois, on n'en tient pas forcément compte, ou alors on se dit, OK, c'est pas très grave, on passe outre, ou tout de suite on change de cap, etc. Mais c'est bien un moment enfin, de se poser, de se dire, OK, là, ça marche pas comme je le souhaiterais, ou j'ai pas atteint l'objectif qu'on m'a fixé ou que je me suis fixé, et qu'est-ce que je ressens? Et donc ça, c'est important de prendre ce temps-là, parce qu'on l'a vu dans les échanges sur les mots, donc en lien avec l'échec, c'est qu'il y a beaucoup de mots qui sont en rapport avec les émotions. Forcément, ça va générer chez l'émotion qui vont être favorables ou surtout, enfin, en majeure partie défavorables, etc. Et donc, c'est bien de se prendre quand même un temps de dire, OK, bah là, moi, enfin, en fait, je le vis mal parce que je me sens en colère ou au contraire, je ressens beaucoup de tristesse. Et le fait de poser des mots sur ces émotions, ça va quand même atténuer, enfin, leur intensité. Donc ça, c'est important de le faire, enfin, pour vous. Donc ça peut être vraiment d'y réfléchir ou même de prendre, pourquoi pas, une feuille et de mettre enfin, ce que vous ressentez à ce moment-là par rapport au fait que vous n'avez pas atteint votre objectif. Donc ça, c'est un premier point qui est important. Et un autre élément aussi qui est important, et peut-être ça rejoint ce que voulait dire Eric quand il disait qu'il fallait faire attention, enfin, avec son ego, c'est que souvent on a tendance à confondre, c'est-à-dire qu'on a raté quelque chose et on se dit, ben, je suis un raté. Sauf que, enfin, le projet n'est pas votre personne. Et donc, en fait, l'échec, c'est la rencontre d'un projet que vous aviez et un environnement. Alors après, peut-être qu'il y a en effet, hein, il y a des choses que vous auriez pu faire différemment. Il y a peut-être aussi des paramètres liés à l'environnement qui font que ça n'a pas fonctionné. Et généralement, enfin, c'est pas que l'un ou que l'autre, c'est un mix des deux, mais c'est pas votre individu en tant que tel. Donc ça, il faut enfin, essayer, c'est pas toujours évident, mais de bien faire la part des choses sur cet échec, c'est ce projet à un instant T avec cet environnement-là, et peut-être en effet qu'il y a certains outils que j'avais pas à ce moment-là, mais pour autant, c'est pas moi, mon identité qui est remise complètement en question par rapport à cet échec-là. Donc, le fait de bien faire cette distinction, ça peut aider aussi à prendre du recul sur la situation et à mieux le vivre, parce que sinon, ça va générer beaucoup de culpabilité et puis enfin, une perte quand même importante de confiance en soi. Donc, faites attention à ça quand vous êtes amené à réfléchir à un échec que vous avez pu vivre ou auquel vous êtes confronté. Donc, ça, c'est le premier point. Ensuite, une fois que vous avez pris ce temps-là voilà, j'ai posé mes émotions quelque part, j'ai osé les nommer et donc tout de suite, il y a moins d'intensité, c'est de se dire, OK, bah maintenant, je vais analyser la situation. Et pour analyser donc cette situation, la question, hein, c'est pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, ce qui est intéressant,
Donc là, vous pouvez vous faire une liste, hein, un peu tout ce qui vous vient à l'esprit. Et après, ça va être de faire la part des choses et de les répartir entre qu'est-ce qui était en mon pouvoir, ce que moi, j'aurais peut-être pu faire différemment. Ça peut être des connaissances que vous n'aviez pas. Ça peut être le fait, par exemple, de ne pas avoir osé demander de l'aide à quelqu'un, ou de ne pas avoir pris telle ou telle initiative. Enfin, donc, en tout cas, c'était à votre niveau. Vous aviez éventuellement donc, la possibilité de le faire. Et à l'inverse, donc, ce qui dépendait pas de vous. Donc là, je sais pas, ça peut être euh, une relation enfin, professionnelle avec une personne où en fait il se trouve que vous avez essayé de faire des efforts, mais vraiment il y a une incompatibilité de caractère. Bon ben là, enfin, dont acte quoi. À un moment, vous avez fait des efforts, il se trouve que vous avez des manières de fonctionner qui sont vraiment trop différentes. Ici, vous ne pouvez pas changer l'autre personne. Donc là, ça ne va pas dépendre de vous. Ça peut être aussi peut-être des moyens qu'on ne vous a pas donnés. Euh, Peut-être que vous les avez demandés, mais vous ne les avez pas reçus. Donc pareil, là, ça va être aussi des éléments qui ne dépendent pas de vous. Et donc, c'est important de faire cette distinction parce que des fois, quand on essaie d'analyser un échec, on se concentre un peu sur le rapport de force plutôt que, ben non, mais moi, c'était quoi mes forces à moi que j'ai peut-être pas actionné ou que j'avais peut-être pas identifié à ce moment-là. Et donc, tout ce qui ne dépend pas de moi, ben, ça, c'est à mettre de côté. Euh, et après, c'est de se concentrer sur ce que vous auriez peut-être pu faire, que vous n'avez pas fait, pourquoi, et ce que vous auriez pu faire différemment. Donc ça, c'est une deuxième étape qui est importante pour essayer de mieux comprendre ce qui vous a amené à cette situation. Et la troisième étape, donc justement, c'est de se concentrer sur qu'est-ce qui dépendait de moi et ça va vous permettre d'identifier des choses. Donc ça peut être des manques, enfin voilà, des choses qui vous ont manqué. Ça peut être un manque en termes de connaissances. Il y a peut-être des compétences qu'il va falloir acquérir ou développer. Peut-être que dans telle ou telle situation, c'est quelque chose de très difficile pour vous et donc comment vous pouvez faire si ça devait se représenter demain pour être plus à l'aise, je sais pas, ça peut être une intervention orale, ça peut être demander de l'aide, pourquoi vous le faites pas, etc. Donc après, ça amène à faire un peu une introspection, hein, de se dire, OK, à mon niveau, qu'est-ce que je dois travailler chez moi, en fait, pour que ça se passe mieux ou que j'ai de meilleurs réflexes la prochaine fois si ça devait se reproduire. Donc ça peut être ce point-là, ça peut être aussi de se dire, ok, il y a peut-être ça qui n'a pas fonctionné, mais pour autant, j'avais pas les moyens, on m'a pas donné les moyens, mais j'ai osé demander. Donc là, vous pouvez vous découvrir peut-être euh, comment dire, ce trait de caractère, ou en tout cas le fait que vous avez surmonté une difficulté et vous pensiez pas être capable de demander de l'aide, pourtant vous l'avez fait. Donc ici, ça va plutôt être une force. Ça peut être aussi un intérêt parce que telle chose n'a pas marché et je me suis orientée plutôt sur telle autre. Donc je pensais pas m'y prendre de cette façon, mais là, même si ça n'a pas marché, j'ai essayé d'innover et je me suis trouvée créatif. Ok, enfin, donc c'est une qualité que peut-être vous pensiez pas avoir. Et donc ça va vous permettre aussi de mieux vous connaître en fait sur qu'est-ce qui peut vous mettre en difficulté ou à l'inverse, qu'est-ce que vous avez fait qui vous a vous-même surpris ou surprise et qui vous donne plus d'infos sur la manière dont vous fonctionnez ou vous pouvez fonctionner quand vous êtes confronté à une situation à laquelle vous vous attendez pas. Et une fois donc que vous avez fait un peu ce bilan-là, ça peut être de se dire, OK, est-ce que je persévère dans cette voie ou au contraire, je renonce? Et là, donc, toujours bien penser hein, à qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je perds. C'est pour ça que je vous ai mis une balance. C'est un peu de se poser la question et de se dire, OK, si à un moment je perds plus que je ne gagne, là, il va peut-être falloir renoncer. Alors, bien sûr, le renoncement, c'est quelque chose de compliqué et enfin, naturellement, hein, on a tendance à continuer à poursuivre ses efforts, même quand un objectif nous paraît de moins en moins réaliste, enfin, humainement, et puis par rapport aux études qui sont faites en psychologie, c'est le réflexe qu'on a. Donc, c'est pas naturel et c'est pas évident, mais en tout cas le fait de se rendre compte à un moment qu'on va plus y perdre que gagner,
enfin, c'est le moment justement de se poser, de se dire, OK, ben là, je vais aller contre nature, mais en fait, c'est pour mon bien et il va falloir que je m'oriente sur autre chose. Donc voilà sur ces 3 étapes qui me semblent importantes quand on est face à un échec. Donc les émotions, de bien voilà, prendre le temps de les ressentir et de les nommer. Ensuite, d'essayer d'analyser donc sa situation sans, enfin, sans être, en étant le plus neutre possible, dans le sens où on ne va pas se chercher des excuses, mais on ne va pas non plus s'accabler pour se dire, ben, qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment, ou au contraire, ce qui ne dépendait pas de moi, et ça, on le met de côté. Et puis, donc, troisième étape, une fois qu'on a tous ces éléments, est-ce que je dois continuer ou est-ce que au contraire, il est préférable que je change? Donc voilà pour cette voilà, méthode qui me semble importante. Est-ce que par rapport à ça, vous avez des questions, remarques? Non? Oui, une petite question, Linda, Edouard. En termes de timing, est-ce que tu conseilles de se jeter dans cette analyse immédiatement après avoir vécu un échec, ou tu préfères, toi, de ton côté, laisser les choses mûrir pour avoir un peu plus de recul? Quelle est l'approche que tu conseilles? Oui, alors c'est vrai que la question du temps, c'est toujours compliqué. C'est pareil, ça dépend beaucoup des personnes. Il y a des personnes qui seront capables En fait, je pense que ce qui va jouer, c'est aussi la manière dont, enfin, est-ce qu'on a vécu beaucoup d'échecs auparavant? Je pense qu'avec le temps, on est peut-être en capacité de faire cet exercice plus vite, mais au tout début, en tout cas, je pense qu'il faut un peu de temps. Et donc, alors j'ai pas, enfin, je pourrais pas vous dire c'est X mois, X semaines, mais je pense qu'au démarrage, enfin, pour des personnes qui sont pas habituées à essayer d'analyser leurs échecs, à partir du moment où c'est vécu et ce temps d'analyse, il faudra quand même compter je pense, plusieurs mois pour vraiment se poser et avoir cette neutralité-là qui permette de pouvoir en tirer parti et des enseignements. Mais une fois que cet exercice-là est intégré, qu'on l'a déjà fait une fois ou deux, je pense qu'après, c'est un peu une sorte d'automatisme ou quelque chose dont on a plus l'habitude et on peut le faire plus vite, je pense. Mais pour enfin, les premières fois, ça peut être. Enfin, je pense peut-être qu'il y aura plus de temps nécessaire, en tout cas entre le moment où on le vit et le moment où on est en capacité de l'analyser. Et donc, il y a Florian aussi qui précise dans le chat, et c'est vrai aussi, hein, qu'il y a certains éléments de compréhension qui ne sont pas toujours disponibles immédiatement. Oui. Mm, mm. C'est vrai que des fois, il y a aussi des éléments qu'on apprend ultérieurement qui expliquent qu'il s'est passé telle ou telle chose dans cette situation. Donc, enfin, pour répondre à la question, oui, sur la partie timing, je pense que ouais, c'est pas tout de suite, quoi. Il faut se laisser un peu de temps et se demander, enfin, à son niveau. Je pense, enfin, on le sait plus ou moins quand même, de se dire, tiens, bah, là, peut-être je le vis moins mal ou je suis plus en capacité d'en parler, même avec mon entourage. Et donc, peut-être que cet exercice-là, c'est le bon moment pour le faire. Je sais pas si du coup, enfin, ça a répondu à ta question. Oui, oui, ça donne des éléments, merci. Enfin, moi, je me suis Ok. rendu compte à plusieurs reprises que je revenais assez souvent sur le sujet, enfin, pas sous la forme d'un ressassement perpétuel, mais en le mûrissant un peu plus, je creusais, je voyais les choses sous un angle un peu différent, et en fait, ma réflexion se nourrissait de commentaires un peu plus au fil du temps, quoi. Pas juste une analyse à un instant T, mais quelque chose qui se vit un peu dans le temps, et à un certain moment, quand tout va bien, quand je me suis rendu compte que j'ai fait. On va dire que j'ai fait mon deuil ou que j'ai compris, que j'ai appris quelque chose à ce moment-là, je le laisse de côté et je n'y reviens plus, quoi. Mhm. Oui, oui. Oui, je pense, bah, c'est vrai que ça joue beaucoup, hein, le temps sur l'acceptation, de voir les choses différemment. Et après, peut-être aussi des fois, quand il s'est passé enfin, beaucoup de temps et entre-temps on a vécu aussi des choses différentes, on peut des fois aussi trouver des points communs, enfin se dire, tiens, bah là, quand même, ça fait une fois, deux fois, il y a un peu un scénario de répétition,
Donc il y a peut-être des choses que justement, je n'ai pas suffisamment bien intégrées, pourquoi ça se répète. Enfin, donc c'est vrai que cette notion de temps, ça peut aussi apporter des fois un éclairage nouveau. Mm, Merci. Ce sujet de l'échec, Linda, donc c'est Eric. Tu as mm. des livres à nous conseiller pour faire justement son auto-analyse, pour réfléchir, pour poser les choses, ou c'est une carrière de choses différentes qui sont dans ce même thématique. Sur cette thématique. Alors, il y en a deux auxquels je pense. Il y a alors un livre qui est plus un peu philo, mais pourquoi pas. Enfin, c'est Les Vertus de l'échec de Charles Pépin. Euh, Pardon, les? Les Vertus de l'échec. Je peux vous le mettre dans le chat. Les Vertus de l'échec de Charles Pépin, où il analyse un peu enfin, l'échec sur les différentes périodes, enfin, comment il a été vécu par rapport à, ça peut être des parcours de personnes, des personnalités, ou lui, enfin, comme il est quand même philosophe à la base aussi, les différents courants philosophiques en lien avec l'échec. Donc ça peut être une lecture. Après, c'est pas pratique, enfin, c'est plus de l'info. Euh, Après, il y a aussi un livre, mais ça, c'est plus en lien avec de la spiritualité sur comment vivre l'échec, se relever, etc. Et c'est de Pema Chaudron. Et son livre, c'est... comment il s'appelle? Attendez, je vais le trouver. Blablabla. Ah oui, ça s'appelle Et c'est encore... Je vous le mets dans le chat, comme ça. Ok, super. Échoue encore, échoue mieux. Donc, bon, parce qu'à la base, l'auteur, là, c'est une nonne bouddhiste. Donc voilà, donc il y a quand même des notions de spiritualité. Je vous mets un peu Non? tout. Enfin, après, à vous de voir en fonction de ce que vous aimez. Euh, et il y a aussi comment réussir à échouer. Et là, c'est plus de la psycho, par contre. Euh, Comment réussir à échouer. Donc là, je vous ai mis trois ouvrages. Il y en a un, c'est plutôt philo. Le deuxième, c'est un mix spiritualité échec. Et le troisième, c'est plus psycho. Et je sais plus s'il y a des exercices pratiques. Il me semble qu'il y en a. Ok, super. Merci beaucoup, Linda. Je verrai ce qui vous plaît. Tac. Et donc, alors, il a un nom compliqué. C'est Paul Václav... Václavic. Ok. Voilà. Donc, trois ouvrages, ouais, sur ce thème-là, si ça vous intéresse. Alors, donc, ça, c'est un premier point, donc une méthode, voilà, sur comment analyser un échec. Mais je vous disais, on peut donc trouver aussi d'autres exercices, et notamment pour travailler sur les fameux facteurs qui vont jouer sur la manière dont on perçoit un échec. Donc, ceux dont je vous parlais au tout début, qui sont bah, voilà, nos conditionnements, qui peuvent être aussi bah, comment je me sens par rapport à de l'incertitude. Est-ce que je suis plutôt à l'aise quand je ne sais pas ce qui va se passer? Au contraire, j'ai besoin vraiment d'un contrôle sur les choses et les situations. Et puis, est-ce que bah, à la base, je suis quelqu'un d'optimiste ou pas? Parce que ça, c'est pareil, c'est des éléments qu'on peut travailler. Donc, par rapport à ça, je vous ai mis aussi là d'autres exercices. Donc, à vous de voir et de faire votre marché en fonction de ce que vous avez envie d'essayer et puis les axes pour vous qui sont des axes de développement. Alors, un premier exercice que j'ai intitulé J'arrête de me juger. Donc, c'est par rapport à ces fameuses injonctions dont je vous parlais au tout début. Parce que bah, forcément, plus on va être dur envers soi-même, plus on va aussi enfin, moins bien vivre l'échec. Parce qu'on va se dire, OK, je me suis trompée, j'ai pas bien fait les choses. Donc on va avoir cette tendance-là un peu d'autoflagellation, on va dire. Donc ça peut être intéressant d'essayer de développer plus de compassion envers soi-même ou d'être plus indulgent. Et donc ça, c'est un exercice qui peut être intéressant si vous êtes
concerné par un niveau d'exigence assez élevé envers vous-même. Alors, ce que vous pourriez faire, c'est par exemple sur une journée, c'est d'essayer de voir, enfin d'observer un peu quel est votre discours intérieur, la fameuse petite voix. Donc, est-ce que vous vous adressez souvent des critiques envers vous-même? Si oui, ben, enfin, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous le fassiez? Est-ce que ça vous semble justifié? Et si ça arrivait à une même personne, enfin une autre personne, est-ce que les reproches peut-être que vous vous faites à vous-même, vous les feriez à cette personne ou peut-être vous lui diriez ah non mais bon c'est pas très grave, mais pour autant vous ne l'appliquez pas à vous-même. Donc ça peut être intéressant, voilà, sur une journée d'avoir ça comme objectif, de se dire je vais essayer de regarder comment je me parle à moi-même en fait par rapport aux situations. Et ici, ça va être intéressant aussi de bien dissocier, est-ce que je suis sur du discernement ou du jugement? Par exemple, je sais pas, donc je vais au travail, je croise une collègue et je lui dis t'as pas l'air bien aujourd'hui. Et en fait, en lui disant ça, je vois que elle se décompose, je l'ai blessée. Du discernement, ce serait, ben là, j'ai manqué de tact. Par contre, du jugement, ce serait ah ben je suis vraiment nulle, j'ai manqué de tact. Donc là, on a rajouté cette notion de je suis nulle. Donc, à voir vous, comment vous vous parlez à vous-même, enfin, par rapport aux situations qui peuvent se présenter sur une journée. Et est-ce que vous êtes témoin de la même scène? Donc, je reprends ça par exemple. Je prends un café avec un collègue. Une collègue arrive, il lui dit ça. Bon, il se trouve qu'elle le prend très mal et puis 5 minutes plus tard, elle s'en va. Ce collègue, je le vois déconfit. Est-ce que je lui dirais, t'es nul, t'as vraiment manqué de tact? Je suis pas sûre que je m'adresserai à lui de cette façon. Donc là, on voit bien que des fois, on a une manière de s'adresser à soi-même qui va être quand même plus difficile ou plus dure que à quelqu'un qui est en face de nous qui va faire exactement la même chose. Donc ça peut être intéressant de voir les mots que vous allez utiliser. Ça se trouve, vous allez vous rendre compte que sur la même journée, vous vous dites 15 fois que vous êtes nul ou que vous êtes bête ou je ne sais quoi. Enfin, ça peut être un peu des habitudes qu'on a pris et qui sont justement déjà à la première étape, c'est de les identifier pour pouvoir travailler dessus. Et après, essayer d'être plus indulgent et plus positif envers soi-même. Donc, ça peut être les mots, quels sont les mots que vous vous adressez à vous-même, et puis ces fameux changements de posture. Donc, voilà, imaginez que quelqu'un d'autre le fait devant vous. Est-ce que vous lui diriez la même chose ou pas? Si c'est pas le cas, ben, peut-être que vous pouvez essayer la prochaine fois de garder ce même ton pour vous, qui soit plus positif ou bienveillant. Ou sinon, ça peut être aussi des fois, on a tous autour de soi des personnes un peu ressources. On sait que quand on n'a pas bien, on peut s'adresser à cette personne, elle aura les bons mots. Ben, de se dire, tiens, ben, si je lui racontais cette expérience, elle me dirait quoi? Et essayer de prendre plus cette posture-là que celle que vous pouvez avoir vis-à-vis de vous-même quand vous êtes assez dur par rapport à voilà, une manière de penser ou d'agir sur l'instant T. Donc ça peut être un exercice intéressant pour essayer de réduire ce niveau de jugement ou de contrôle et derrière de se préparer indirectement à ce que les choses ne se passent pas toujours comme on l'a prévu. Donc c'est un premier exercice. Ensuite, deuxième exercice, donc là c'est en lien plus avec l'incertitude. Donc, comme je vous le disais, il y a des personnes donc, qui vont être très à l'aise avec le fait de ne pas savoir ce qui va se passer, d'autres qui vont avoir plus de mal avec ça. Et un exercice pareil qui peut être intéressant, ça va être un peu de pousser le curseur au maximum sur ben, qu'est-ce qui peut m'arriver enfin, de pire. Donc, exemple, donc, enfin, d'ailleurs, exemple qui m'est arrivé, enfin, je partais en vacances et donc, en fait, j'avais prévu, donc là, pareil, on est dans cette notion de planification, contrôle, j'avais prévu donc une sorte de road trip de 3 semaines et arrivé à l'aéroport, je devais récupérer une voiture de location. Il se trouve que quand je suis arrivée, il y avait eu un problème avec ma réservation et donc la voiture n'était pas disponible.
Donc là, grosse incertitude puisque ça n'était pas prévu. Donc là, on pourrait se dire, OK, je vais essayer de prendre cette casquette-là, de se dire ben, le pire qui puisse arriver. Donc le pire, donc OK. Bon, déjà, ça, c'est une situation que je n'avais pas prévue, qui est quand même plus ou moins bien vécue à l'instant T. C'est de se dire, ben, OK, il y a d'autres comptoirs de location à côté. En fait, je peux aller les voir, mais ça se trouve, le pire encore qui puisse m'arriver, c'est qu'il n'y ait aucune voiture de disponible. Donc, j'en trouve pas. Donc, OK, si j'ai aucune voiture de location disponible, est-ce que je peux trouver un autre moyen de transport? Bon, admettons, je trouve un train ou autre chose, mais là encore, j'arrive enfin, l'agence de... Enfin, pas l'agence, non, je vais y arriver. La location, enfin, je sais pas, l'hôtel ou autre dans lequel je suis censée arriver, ma première étape, et il se trouve qu'il n'y a pas ma chambre non plus de disponible, enfin, etc. Et en fait, on pourrait comme ça essayer de trouver le pire du pire du pire du pire à chaque fois. Et à la fin, on va se rendre compte que c'est quand même un scénario irréaliste. Et en même temps, comme on a essayé de se dire ben, quelle est l'option suivante, mais qui ne marchera pas, ça nous a aussi obligés à trouver d'autres options. Donc, en fait, en essayant de noircir le tableau, bah, au fur et à mesure, on voit qu'il y a quand même des solutions qui apparaissent entre-temps. Donc ça peut être un exercice à tester euh, pour bah, enfin, déjà que le niveau de stress ou en tout cas de déception sur le moment il redescende, où on se dit non mais attends c'est pas si grave que ça, il y a quand même des options. Et puis au fur et à mesure, bah, les options vont se présenter à nous et ce sera quand même, enfin, j'imagine que dans l'eau on va bien trouver des options qui feront qu'on arrivera, donc là en l'occurrence, à arriver à destination par exemple. Donc c'est un exemple euh, enfin, qui peut être intéressant pour essayer de mieux appréhender l'incertitude. Est-ce que cet exercice-là, c'est clair? Vous l'avez déjà peut-être essayé vous-même ou qu'est-ce que vous en pensez? Grégoire, ah oui, en fait, moi, j'ai jamais utilisé, mais c'est vrai que l'incertitude et le doute, c'est quelque chose qui peut m'angoisser fortement. Et d'envisager le truc, le pire du pire, c'est plutôt pas mal. Et finalement, c'est rassurant de se dire, bah non, en fait, il y a une solution, je vais peut-être pas en arriver jusque-là. Enfin voilà, c'est aussi peut-être se faire un film, je sais pas. Je sais pas si c'est Oui, ça. oui, oui, alors là, l'idée, c'est vraiment ça. En fait, il y a un double avantage en faisant ça. Le premier, parce qu'on pourrait se dire, ah non, mais c'est encore plus anxiogène parce on va jusqu'au pire, du pire, du pire, etc. Mais c'est qu'au fur et à mesure, on va se rendre compte que, enfin, tous ces scénarios catastrophes, enfin, à terme, sont, enfin, irréalistes. Donc, on va réduire en fait le niveau de stress et en même temps, on va aussi pouvoir se dire ben, comment je peux m'y préparer. Parce que quand on visualise aussi le pire, il y a cette idée de ben, pour l'éviter, qu'est-ce que je peux faire pour justement que ça n'arrive pas ou en tout cas l'atténuer. Donc c'est un exercice qui peut être voilà, intéressant enfin, si c'est quelque chose avec lequel vous n'êtes pas à l'aise euh, d'essayer d'imaginer voilà, un peu les scénarios catastrophes et au final, on trouvera quand même des solutions intermédiaires. Donc ça, c'est un deuxième exercice, donc plus en lien avec cette notion voilà, d'incertitude. Et ensuite, donc troisième exercice, donc là c'était en lien avec l'optimisme. Donc je vous disais tout à l'heure qu'il y avait voilà, des personnes qui sont plus ou moins, ça dépend. Et on peut pareil essayer d'être plus optimiste. Donc là je vous ai mis trois petits enfin, exercices en lien avec ça. Donc ça peut être en fin de journée d'essayer de reconnaître mes progrès, donc des choses que j'ai réalisées et je suis content ou contente de moi. Donc c'est des petites choses, hein, c'est pas forcément, enfin voilà, on n'est pas
obligé d'avoir pris la parole devant 500 personnes et se dire c'est génial, etc. Ça peut être, il y avait un dossier qui traînait, vous vouliez le faire, enfin vous vouliez le traiter depuis longtemps et puis bah là enfin vous l'avez fait ce jour-là. Ça peut être une prise de parole, le fait d'avoir osé dire ça, d'avoir réalisé je sais pas, un document et vous êtes content de vous. Enfin, à vous de voir, mais en tout cas, c'est en fin de journée de se dire, tiens, bah, je suis fière de moi par rapport à ça. Donc ça, c'est un petit exercice intéressant parce que ça permet de gagner confiance en soi, parce que c'est un peu des petites victoires en quelque sorte, et puis c'est une manière de se valoriser et aussi de garder un niveau de motivation. Parce que voilà, dans ma journée, bah, j'ai fait ça et ça m'a bien plu, quoi. Ou j'ai réalisé telle et telle chose et je suis contente de moi. Donc ça, c'est une première chose. Autre élément que vous pouvez faire aussi, donc là, c'est plus un exercice de visualisation. Alors, à voir, parce qu'il y a des personnes qui sont pas très à l'aise avec cette technique. Euh, donc, soit ça s'apparente, la visualisation, on peut le faire de deux manières. Soit ça s'apparente un peu à de la méditation. Donc, en gros, vous mettez un peu dans une posture de méditant. Donc, vous essayez, alors ça peut être en tailleur ou sur une chaise, vous faites une grande inspiration, expiration pour enfin, redescendre un peu enfin, votre niveau cardiaque. Et donc, vous fermez les yeux, bien sûr, et vous essayez de visualiser l'atteinte d'un objectif. Donc, je ne sais pas, ça peut être un projet sur lequel vous travaillez, qui est le lancement d'un produit, et puis vous visualisez ce produit qui est, ça y est, il est commercialisé. Ça peut être, enfin, vraiment, il peut y avoir plein de choses, hein, ça dépendra des projets que vous avez. Et en fait, l'avantage de la visualisation, c'est que notre cerveau, il n'est pas en capacité de faire la distinction entre le présent et le futur. Donc, le fait de visualiser, il va penser que c'est quelque chose qui est en train de se passer maintenant et enfin, ça va avoir les mêmes effets sur votre corps que si vous le viviez vraiment. Donc, ça va pouvoir enfin, générer de la dopamine, la fameuse hormone du bonheur, etc., et vous faire ressentir des émotions qui sont plutôt favorables. Et du coup, enfin, ça peut vous aider aussi, vous, à trouver la motivation ou l'énergie pour continuer, enfin, une fois que vous avez terminé votre exercice de visualisation, et reprendre votre chemin en vue d'atteindre cet objectif. Donc ça peut être un exercice intéressant. Et après, pour ceux qui sont vraiment pas à l'aise avec tout ce qui est méditation, ou même comme ça, de visualiser dans sa tête un objectif, vous pouvez le faire de manière plus concrète. Donc ça s'appelle enfin, le vision board et en gros c'est de prendre une grande feuille, par exemple A3. Vous allez noter au centre de cette feuille votre objectif et vous pouvez mettre des mots-clés, des images, coller, enfin ce que vous voulez sur cette page, mais en gros c'est un peu l'équivalent de votre cible. Et ce sera de mettre ce document quelque part dans un endroit où enfin, vous passez régulièrement devant pour garder en tête cet objectif et essayer d'aller dans ce sens-là. Donc c'est une autre manière de visualiser l'atteinte d'un objectif. Donc c'est... alors attendez, parce que je vois en même temps il y a des personnes qui écrivent. Ok. Donc le principe de l'auto-hypnose. Alors, je connais pas bien l'auto-hypnose, mais j'imagine que dans l'auto-hypnose, pareil, il y a une visualisation, Florian. Oui. En fait, le fait de se persuader ou de visualiser effectivement ce qu'on cherche à voir. C'est un peu ce principe-là, en fait. Comme on le ferait quand on cherche à hypnotiser quelqu'un, sauf qu'on le fait à soi-même en- sous forme de Ok. méditation ou de relaxation. Mhm. Oui, bah alors dans ces cas-là, oui, ça s'apparente à ça. Mhm. Alors après, par contre, je sais pas trop, enfin, peut-être qu'il y a des techniques de respiration ou autres sur de l'auto-hypnose que je connais pas. Enfin, Bah, c'est surtout le fait de se détendre, en fait. ouais. Mhm. Ben, en tout cas, enfin, c'est vrai que sur la partie enfin, c'est un exercice comme ça de visualisation.
Enfin, c'est le même principe, comme je vous disais au début, d'essayer enfin, de calmer son rythme cardiaque. Donc, c'est vrai que ça implique quand même une forme de détente. Et je pense que ça aide aussi, parce que si on n'est pas détendu, on va avoir plus de mal à visualiser. Mais oui, par rapport à ce que vous dites, du coup, ça a l'air d'être similaire. Donc ça peut être voilà, des différents moyens de cultiver enfin, de l'optimisme dans le sens où on renforce sa confiance en soi, on visualise un objectif et son atteinte. Donc on va avoir, voilà, on va un peu ressentir de la joie, de la satisfaction, donc ça va nous aider à nous sentir bien. Et aussi ce qui se passe souvent, hein, c'est que inconsciemment, parce que en tête, enfin consciemment, on a notre objectif en tête, mais inconsciemment aussi, on va être en capacité de capter un peu des signaux faibles qu'on n'aurait pas forcément vus si on n'avait pas en tête cet objectif. Donc ce vision board là, ou cet exercice de visualisation, ça a aussi cet intérêt-là, c'est que demain, il y a une opportunité qui se présente, bah, je vais peut-être plus facilement la voir ou savoir la saisir parce que j'ai en tête mon objectif voilà, de manière claire et déterminée. Et enfin, donc une autre manière toujours de cultiver son optimisme, ça va être bah, essayer de s'entourer quand même de personnes positives. euh, Parce que voilà, enfin, si vous êtes souvent avec des personnes qui sont pessimistes, qui voient un peu tout en noir, tout ce qui se présente, ça aide pas pour enfin, vous-même garder votre positivité. Donc, essayez voilà, de rencontrer sinon des personnes qui sont des personnes ressources, comme je disais tout à l'heure, de les voir peut-être un peu plus souvent ou de pouvoir échanger avec des personnes qui vont être, qui vont vous faire du bien en fait. Enfin, ça peut être de l'écoute, ça peut être de vous suggérer des choses, enfin, des solutions, etc. Mais voilà, qui ne vous enfonceront pas. Et donc là, je parle de personnes, mais ça peut être aussi des habitudes qu'on a. Enfin, euh, par exemple, je vois là les informations en ce moment, elles sont plutôt enfin, pas très optimistes, justement. Donc, si c'est trop anxiogène pour vous, bah, peut-être que ça sert à rien de regarder les infos tous les jours. Peut-être qu'un jour sur deux, c'est mieux parce que derrière, ça peut générer de l'angoisse ou des peurs. Donc ça peut être les informations, ça peut être des lectures. Enfin, il peut y avoir plein de manières, mais de faire des choses en fait qui vont aller dans le sens de votre bien-être plutôt que d'axer ou en tout cas d'aller creuser des failles ou en tout cas des choses qui vont pas vous faire du bien, quoi. Donc, c'est toujours intéressant voilà, de s'entourer enfin, de personnes ou de privilégier des activités qui vont être favorables pour vous. Donc, pareil, toujours dans l'idée d'être plus optimiste, mieux dans votre tête et une manière après, enfin, ça aura forcément une incidence sur la manière dont vous voyez les choses. Donc voilà un peu pour les différents exercices qui peuvent vous aider par rapport à la perception qu'on a de l'échec. Euh, et dernier point, puis après je pense donc peut-être on passera aux questions-réponses hein, si vous en avez, c'est que je voulais partager donc avec vous une citation que j'aime bien, qui est une citation donc, de Samuel Beckett. Donc ça aussi pareil, enfin, je vous le disais tout à l'heure, ça peut être des personnes, ça peut être des lectures, des activités. Ben là pour moi c'est cette citation. Donc qui est déjà essayé, déjà échoué, peu importe, essaie encore, échoue encore, échoue mieux. Donc c'est une citation que j'aime bien parce que je trouve qu'elle est, enfin, elle peut sur le moment être un peu, enfin, choquer un petit peu, ou on se dit tiens, mais il est en train de me dire que je dois échouer encore plus. Mais en fait, enfin voilà, c'est pas la grille de lecture initiale, c'est que enfin, par rapport à cette citation, quand il dit échoue mieux, c'est dans le sens, ben, pareil, apprends à tirer parti de tes échecs, apprends à grandir, enfin, et à ce que ça t'apporte quelque chose. C'est plutôt ça l'idée. Et puis bon, voilà, ça encourage aussi l'expérimentation. Donc, je trouvais cette citation rigolote, qui peut paraître un peu provocante, mais en fait, qui a une seconde grille de lecture. Donc, je voulais la partager avec vous.
Et justement, ça me fait penser aussi, avant de passer donc aux questions-réponses, comme je vous le disais, donc, il y a une personne là, au niveau des commentaires avait l'air d'être plus manager et qui se posait la question sur comment encourager ses équipes à avoir moins peur de l'échec. Donc par rapport à ça, ça rejoint un peu ce qu'on s'est dit, c'est-à-dire que en tant que manager, ben, c'est d'essayer d'encourager vos équipes à tester des choses, à expérimenter et être moins sur le contrôle. Donc donner de la latitude, favoriser en fait la prise d'initiative de vos collaborateurs. Donc ça peut être un premier point. Deuxième point, bah forcément, enfin, c'est pas non plus de les jeter dans le grand bain et puis de voir s'ils arrivent à nager, c'est aussi de les accompagner, de se dire, OK, enfin, si tu as besoin, je suis là quand même. Et vous pouvez aussi faire donc, admettons, il y a un projet qui a eu lieu, qui n'a pas marché. Ça peut être de faire l'équivalent des réunions un peu post-mortem, donc par rapport à cette situation, ce projet, de faire un peu ce qu'on a vu, c'est-à-dire, ben, tiens, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, par rapport à ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui dépendait de nous, qu'est-ce qui dépendait pas de nous, qu'est-ce que j'ai appris. Et un peu tous ces apprentissages, ça peut être intéressant après de les partager au sein de l'équipe ou même plus largement un département, un service, etc. Pour montrer que ben, on peut en faire quelque chose en fait et qu'on reste pas que sur une sensation de déception, tristesse, etc. Donc c'est un autre axe. Et aussi une autre manière, enfin, d'accompagner les collaborateurs par rapport à l'échec et de dédiaboliser, enfin, l'échec, c'est que typiquement par rapport à des réunions comme ça post-mortem où on peut voir ben, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Et comme je vous le disais, des fois on identifie aussi des manques. Enfin, il y a des connaissances que j'avais pas et qui m'ont manqué. Ou ben, il y a telle compétence, en fait, je me rends compte que je suis pas assez bon et il va falloir que je développe cet axe-là. Euh, donc ça, c'est important aussi parce que derrière, ça peut être des axes de développement de vos collaborateurs. Se dire, ben voilà, ça nous a permis de voir que sur telle et telle compétence, il y a des progrès qui peuvent être faits et donc bah, je t'accompagne par le biais de formation ou autre pour que tu puisses te sentir plus à l'aise sur tel et tel sujet. Donc voilà, donc ça peut être des éléments si vous voulez aider vos équipes à se sentir enfin, plus à l'aise face à un échec et en tout cas avoir moins peur d'essayer des choses. Voilà. Donc, je crois que là, c'est bon. J'ai quand même pas mal parlé. Est-ce que maintenant que je vous ai dit tout ça, vous avez des questions, des remarques par rapport au contenu ou même autre chose, peut-être, qui vous a, enfin, je sais pas, vous avez eu des associations d'idées, ça évoque autre chose pour vous? N'hésitez pas. Non? Pas de questions, remarques particulières? Florian, Oui? alors c'est pas, ça peut être pris sur le ton de l'humour, mais pour en revenir à l'histoire du cinéma, là, Ouais. est-ce que le fait de partir de la séance avant la fin, c'est considéré comme une solution ou ça peut être considéré comme un abandon? Et finalement, le fait d'être persuadé que ça va pas nous plaire, au final, on peut être agréablement surpris et finalement, ce serait tirer l'opportunité d'une perception d'échec. Alors, Quoi. En gros, donc, le message, c'est est-ce que tous nos échecs, est-ce que ce qu'on perçoit comme des échecs le sont vraiment à chaque fois? votre question, c'est ça? Est-ce que tous les... Répétez-la moi juste pour... Bah, c'est pas parce que le résultat ne correspond pas forcément à nos attentes que Mhm. c'est forcément un échec. Oui, c'est vrai. Ça peut Après, être... vous allez me dire, c'est le propos de l'ensemble de la présentation, mais c'était juste pour faire le trait d'humour par rapport à la séance de cinéma qui m'a un peu Ouais. turlupiné. Alors, en fait, enfin, sur le principe là, du cinéma, alors bon, j'ai pris quand même l'hypothèse qu'au bout de 5 minutes, vous savez que ça va pas vous plaire, parce que après, bien sûr, on peut dire non, mais je reste, et puis en fait, j'ai été agréablement surpris, etc. En fait, ce que je voulais vous dire, enfin, par rapport à cet exemple, c'est que
souvent, justement, on ne veut pas abandonner, enfin, et de se dire, ben, en fait, là, pour moi, c'est mieux que je m'en aille. Et donc, on reste. Et des fois, on reste dans des situations qui ne nous conviennent pas du tout. Et donc, on est déjà en échec, en fait, parce qu'on ne se sent pas bien. Ça peut être un poste, hein, par exemple. Vous faites peut-être très bien votre travail, mais si derrière, vous vous rendez compte que ben, le matin, vous n'avez aucune motivation pour vous lever ou à la fin de la journée, il n'y a aucun élément positif que vous arrivez à dégager. Euh, En fait, enfin, moi, c'était plus par rapport à ça, dans le sens où des fois, on reste dans des situations parce qu'on garde en tête tous les efforts ou l'investissement qu'on a eu pour arriver à ce stade-là. Et donc, pour moi, ça, c'est une forme d'acharnement parce qu'on pense plus à tout ce qu'on a déjà investi plutôt que à ce qu'on est en train de perdre maintenant, quoi. Et donc, des fois, voilà, ça peut être, enfin, c'était plus ça ce que je voulais vous dire par rapport à les séances de cinéma. Mais après, je suis d'accord avec vous dans le sens où, si je mets cet exemple de côté, c'est que l'échec, en effet, il peut nous apporter plein de choses. Enfin, ça peut être des apprentissages sur nous-mêmes, voilà, des qualités qu'on ne pensait pas avoir. Ça peut être des voies qui s'ouvrent auxquelles on ne pensait pas. Donc, oui, oui, bien sûr, il y a... bah, souvent, par exemple, on voit sur les découvertes scientifiques, hein, il y en a beaucoup, on cherchait autre chose au départ, et en fait, on a trouvé quelque chose qu'on ne cherchait pas. Donc, on a trouvé une autre solution, même si ce n'était pas le problème de départ, et ça a conduit à une innovation qui, en fait, est à l'origine d'un échec. Donc, clairement, oui, ça peut ouvrir des portes. Mhm. Effectivement, le fait aussi de savoir d'avance, c'est quelque chose qui n'existe pas en fait. Donc c'est pour ça le fait de dire ça va être un échec, bah déjà en soi on peut déjà le préméditer. Et parfois en fait si on avait certaines informations d'avance, en fait on commencerait jamais les projets parce que, enfin je dis ça d'expérience parce que j'ai déjà eu, des expériences où j'ai dû m'expatrier, par exemple. Et si on m'avait Mhm. donné toutes les informations d'avance de ce qui allait se passer, jamais j'aurais accepté parce que enfin, ça aurait été trop dur, en fait. Et effectivement, ça a Mhm. été très dur, mais au final, je regrette pas du tout parce que ça a été une super expérience. Mais si on m'avait donné les informations d'avance, j'aurais considéré que ça aurait été un échec et du coup, je l'aurais jamais fait. Donc c'est pour ça par rapport à la métaphore du cinéma, c'était le fait aussi Ouais. de persévérer. À Mhm. moins que la situation se soit déjà déroulée une fois et que toutes les, conditions sont similaires et bah, forcément on a une petite idée de ce qui va se passer à la fin. À moins de l'avoir vécu une fois, c'est jamais évident de savoir ce qui va se passer, en fait. Oui, d'accord, je vois ce que vous voulez dire. Bah, ou sinon, un autre exemple, enfin, qui pourrait peut-être être plus parlant pour vous, ça peut être, ben, par exemple, là, une prise de poste dont vous parlez. euh, Vous pouvez, enfin, aussi vous rendre compte sur votre, enfin, je sais pas, le premier mois, de vous dire en fait, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Et donc, comme vous le dites, des fois, ça peut être positivement. On se dit, ah, mais en fait, c'est génial, je pensais pas faire ça, 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 et je suis Mmh. amenée à le faire, j'apprends encore plus que ce que je pensais. Puis à l'inverse, ça peut être, en fait, je me rends compte, c'est pas du tout ce que je pensais faire. Ça me plaît pas, l'ambiance me plaît pas, enfin, il y a plein de choses qui vont pas. Et peut-être que justement, dans le cadre de cette situation, plutôt que de se dire je continue, mais si je vais peut-être quand même trouver des choses positives par rapport à ma situation actuelle, et puis j'avais pas prévu ça, etc. Je reste. Peut-être que là, bah, il faut se poser la question de se dire non, en fait, vraiment, là, enfin, je me sens pas bien, ça va pas, bah, c'est peut-être le moment de tant pis, quoi, je change, je vais chercher autre chose ailleurs, même si c'était pas prévu. Enfin, vous voyez, c'est plus En dans fait, ce tout ça, faut sens-là. se le dire, mais en cherchant à côté, en fait. Oui, Oui, alors ça va après, peut-être me plaire et puis au final, on cherche à côté et puis, c'est une ouais, manière c'est de toujours se mieux, mais c'est vrai que sauvegarder aussi, quoi. enfin, des fois, on est obligé de peut-être de partir sans forcément avoir de solution bis sur le moment. Ça dépend après le niveau de mal-être de la personne, mais enfin, en fait, c'était plus ça, vous voyez ce que, Oui, oui, tout à fait. enfin, par rapport à l'exemple du cinéma, enfin, qui du coup se transforme.
C'est un peu ça l'idée. Yes. Ok. Alors, est-ce que par rapport à ça, il y a d'autres, enfin, je sais pas, questions, remarques? Oui, Philippe, je voulais savoir s'il y avait des différences culturelles dans la perception des échecs et dans la manière d'accepter les échecs ou de rebondir. Est-ce que dans le cadre de management avec une équipe pluriculturelle, on sait qu'il y a certaines cultures qui vont être plus à l'aise avec le fait de rebondir ou certaines autres qui vont être plus, qui vont plus prendre cher, comme on dit. Alors, ben, je dirais que au niveau des États-Unis, ça, c'est un peu, enfin, on entend pas mal parler, mais ils ont une perception de l'échec qui est pas du tout la nôtre, hein. Enfin, parce que ils sont beaucoup plus dans justement, il faut expérimenter et puis un peu le coûte que coûte. Enfin, on verra ce qu'il advient. Alors que donc les Français sont quand même plus frileux et la notion d'erreur va être voilà, quelque chose de plus compliqué et perçu non plus négativement. Donc il y a ce premier point. Et après aussi par rapport aux pays asiatiques, je pense notamment par exemple au Japon, où pareil, enfin, la notion de d'échec va être là, pour le coup, ça ressemble à la France, mais version enfin, encore plus caricaturale ou plus difficile à vivre, on va dire, euh, parce que il y a une confusion enfin, avec la personne en tant que telle. Un peu ce que je vous disais tout à l'heure, de ne pas confondre l'échec d'un projet qui est la rencontre d'un environnement et d'un projet, mais c'est pas ma personne, et la personne que l'on est. Donc, voilà, sur une. Enfin, après, les autres pays, je ne saurais pas vous répondre, honnêtement. Mais en tout cas, par rapport à cela, enfin, si dans une équipe, vous avez un Américain, il sera beaucoup plus volontaire pour tester et il vivra moins, normalement. Mais après, bien sûr, chaque Américain aussi est différent, mais en termes de culture, ça le dérangera moins versus donc un Japonais qui vivra beaucoup plus mal le fait de ne pas avoir atteint un objectif, soit en termes de délai, réalisation, etc. Mm. Et je sais, j'ai pas regardé, mais si, peut-être faudrait jeter un œil sur Internet, mais il y a des tests, des études, c'est donc des études PISA où justement ils étudient les perceptions culturelles euh, sur ben alors il y a plein de comment dire d'items, hein. Là ce serait l'échec. Alors je sais pas si c'est l'échec en tant que tel, mais en tout cas le est-ce que je teste si je n'ai pas la réponse, par exemple. Ça c'est une étude qui a été faite. Et donc je sais que par exemple en France, donc notamment les étudiants français, ils étaient largement majoritaires à préférer ne pas répondre à une question parce qu'ils n'avaient pas la réponse ou n'étaient pas sûrs d'eux que d'autres pays. Donc après, il faudrait voir quels étaient les autres pays dans le questionnaire, mais ça peut peut-être vous répondre aussi. C'était une étude, mais j'ai pas l'intitulé. Enfin, c'était une étude PISA qui était menée par l'OCDE, mais j'ai pas la date. Mais je pense que c'était au moins il y a 5 6 ans. Je vous la mets dans le chat, ça peut peut-être aussi vous apporter des éléments de réponse. Du coup, c'est bon pour vous, Philippe? Oui, oui, c'est très bien, merci beaucoup. Ouais. Ok. Et est-ce qu'il y avait donc d'autres remarques, questions? Oui, Grégoire, moi Ouais. je voulais revenir sur le fait que je suis quelqu'un d'optimiste, mais en fait, le fait d'apprivoiser mon incertitude, du coup, ça va être super important parce que je pense que c'est finalement, les deux notions sont assez paradoxales, mais ça touche aussi la confiance en soi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Euh, alors que la question, c'est est-ce qu'on peut être optimiste sans forcément aimer l'incertitude, c'est ça?
Ben non, oui, en fait, c'est être optimiste, mais en même temps, oui, avoir des doutes et avoir beaucoup d'incertitudes. Et donc, du coup, ça joue sur la confiance en soi. Oui, 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 hein, bah ouais, c'est lié, enfin, dans le sens où je pense que plus on se sent en capacité, enfin, plus on a confiance en nos ressources et le fait qu'on va être capable de trouver des solutions sans forcément savoir lesquelles, enfin, tout de suite. Du coup, dans la manière d'appréhender l'échec ou l'incertitude, ben, on sera plus à l'aise. Parce qu'on va se dire, bon, ben, je ne sais pas très bien ce qui va se présenter, mais j'ai confiance parce que je sais que, je sais pas, par exemple, je suis quelqu'un de créatif, je sais m'entourer des bonnes personnes, ou je sais demander de l'aide quand j'ai besoin. Donc, je ne sais pas ce qui va arriver, mais pour autant, normalement, ça devrait bien se passer. Enfin, donc, c'est vrai que l'optimisme, c'est quand même, enfin, quelqu'un qui est optimiste, il a plus confiance en lui que quelqu'un qui est pessimiste, oui. Mm. Et donc, de fait, va aussi, enfin, réagir de manière plus positive à de l'incertitude. Enfin, il y aura moins d'anxiété par rapport au fait de ne pas savoir ce qui va se présenter là tout de suite. Mm. Et souvent, enfin, c'est un effet d'entraînement. C'est pour ça que ça se cultive, enfin, dans le sens où plus on arrive à avoir cet état d'esprit, plus après on l'a naturellement quand les choses se présentent. Donc ça devient plus facile aussi pour soi quand bah, voilà, quelque chose se passe. On n'avait pas prévu que ça se passe de cette manière, mais parce que en amont, on a fait ce travail-là, un peu de préparation, du coup, on va mieux réagir aussi. Mm. Donc, voilà pour les différents points. Est-ce que vous voulez rajouter des choses? Non, c'est bon pour vous? Oui, oui, c'est bon pour nous. Pour Ok. moi, pardon. Alors, ben, si c'est bon, bah, du coup, on peut s'arrêter là. Juste, donc, je ne sais pas si la personne là, qui m'avait écrit, donc, qui souhaitait échanger plus d'un point de vue perso, je ne sais pas si elle est là, connectée ou pas. Non. Parce que dans ces cas-là, on aurait pu garder, enfin voilà, 5-10 minutes si besoin, et on aurait fait un échange, enfin à deux avec cette personne, mais sachant que donc, je ne sais pas qui c'est. Mais il faut croire que cette personne n'est pas connectée. Ok, bon, ben dans ces cas-là, on va arrêter là sur ce webinaire si c'est bon pour vous. Très bien, Et merci beaucoup, merci. bonne journée. Oui, merci Ouais, Linda, bonne journée. Merci ouais, bonne journée. Linda. Plutôt Au bonne revoir. journée également. Au revoir. Au Au revoir. revoir.